Merci. Merci beaucoup, Julien. Tu as raison, je suis bien Alexandre Capron, des Observateurs de France 24. Tu as bien juste. Alors, si vous êtes là aujourd'hui dans cette salle, c'est que les 5 lettres que vous avez vues pour cet atelier vous parlent forcément. O-S-I-N-T. OSINT, à peu prononcer OSINT, si vous voulez être un puriste, donc OSINT. Et pour nous aujourd'hui, ceux qui sont réunis ici, ces 5 lettres résument parfois notre travail. En tant que journaliste, moi j'en sais quelque chose, puisque je pratique cette discipline sans même m'en rendre compte. OSINT, ces 5 lettres n'ont l'air de rien, mais elles permettent de faire pas mal de choses. Open Source Intelligence Techniques, les techniques de renseignement sous source ouverte. C'est un terme assez nouveau dans le jargon journalistique. Certains pourront dire même que c'est à la mode en ce moment. C'est un terme qui est très ancien en fait. Durant la Première Guerre mondiale, c'était aux États-Unis que ce terme était utilisé, notamment avec le Bureau des services stratégiques, Office of Strategic Services. Cette discipline, elle est née là. Et ce bureau, en fait, pour la petite histoire, son boulot, c'était de trouver des articles de presse européens, asiatiques, notamment trouver des photos qui permettaient de révéler, grâce à des sources ouvertes, et de donner des informations sur l'ennemi. Alors aujourd'hui, on ne cherche plus dans des articles de journaux forcément, des informations, et c'est sur Internet que l'OSINT a pris tout son sens. Et vous avez devant vous aujourd'hui des journalistes, des chercheurs, dont c'est vraiment le métier, dont l'OSINT est le quotidien. Et donc on va s'intéresser à ce genre nouveau ensemble, on va essayer de définir un petit peu mieux peut-être, et également de voir quelles sont ses limites et comment l'OSINT renouvelle le journalisme au quotidien. J'ai avec moi aujourd'hui Asia Balufier au milieu. Bonjour Asia. Vous êtes journaliste au Monde depuis 6 ans, chef adjoint du service vidéo. Vous êtes chargé de cette cellule enquête depuis 2 ans. Et vous l'avez créé parce que vous avez réalisé que le pouvoir d'investigation journalistique de l'OSINT était énorme. Votre cellule, elle s'est particulièrement fait connaître, notamment autour du mouvement des Gilets jaunes ou sur les violences policières. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes diversifié avec des enquêtes internationales sur l'Ukraine, la Russie, le Sahel, la Birmanie, la Chine et beaucoup encore. Donc voilà, on parlera de toutes ces techniques avec vous que vous utilisez pour donner vie à toutes ces enquêtes. Paul-Joël Kamchang, bonjour. Vous êtes data journaliste, data activiste, secrétaire exécutif et coordinateur éditorial de ADICI Cameroun. C'est une organisation de la société civile camerounaise qui édite le site internet Data Cameroun. C'est le premier pure player d'Afrique centrale qui promeut le data journalisme, le journalisme d'investigation et le fact-checking. Et donc, vous avez mené également des recherches sur la kleptocratie et les données ouvertes en Afrique centrale. Peut-être qu'on en parlera également. Vous êtes professeur à l'école de journalisme de l'EGICOM à Dakar, au Sénégal. Et votre regard sur l'utilisation de l'OSINT, particulièrement dans le cadre d'enquêtes sur le continent africain, nous sera précieux lors de cette discussion. Belén Carrasco Rodriguez, hola. Vous êtes membre du Centre pour la résilience de l'information, Center for Information Resilience. C'est une organisation indépendante qui est dédiée à documenter les violences des droits de l'homme dans le monde grâce à l'OSINT. Vous gérez plus spécifiquement le projet Eyes on Russia, dont nous parlerons plus en détail tout à l'heure. Et vous avez précédemment travaillé pour l'OTAN, pour laquelle vous avez notamment participé à l'élaboration de la doctrine en matière de communication stratégique sur le blanchiment d'informations. Rien que ça. Commençons avec une première question. Asia, j'ai envie de me tourner vers vous en premier. Voilà, disons-le clairement, le Monde, c'est un pionnier en matière d'OSINT en France. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment votre média est arrivé d'abord à la conclusion qu'il fallait absolument une cellule d'enquête dédiée aux techniques d'OSINT et nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie l'OSINT pour vous? Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. On est loin d'être les seuls, je pense, et t'en sais quelque chose, Alex, puisque tu travailles aux Observateurs de France 24. Mais effectivement, je pense qu'au Monde, on fait partie de ceux en France qui se sont emparés de l'OSINT, je dirais, au début de la vague. Et pour nous, ça a commencé en 2018, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qui est donc un des mouvements sociaux les plus importants qu'on avait connus en France depuis plusieurs années. Et comme plein d'autres mouvements sociaux, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'images qui circulaient sur les réseaux sociaux, notamment qui avaient trait aux violences policières, donc de nombreux cas de violences policières supposées. Et nous, en tant que service vidéo du Monde, on s'est retrouvés à se poser la question de qu'est-ce qu'on faisait de ces images-là à ce moment-là. Et au fur et à mesure de ça, on s'est en fait formé aux bases de l'OSINT, c'est-à-dire qu'on a dû apprendre à savoir comment repérer ces vidéos, développer les bonnes antennes, détecter les bons canaux les plus pertinents pour trouver ces images de manière efficace, vérifier ces vidéos, vérifier leur authenticité. Et puis les assembler un peu comme des pièces d'un puzzle pour reconstituer un petit peu le film des événements,
comprendre les circonstances de ces vidéos, etc. Tout ça nous a amené assez rapidement à mener des enquêtes qui ont permis de révéler les origines et les circonstances de cas de violences policières. Le premier, c'était un gilet jaune qui a pris un tir de LBD dans le crâne à Bordeaux, et très peu de temps après, quelques mois plus tard, un cas à Paris d'un gilet jaune qui a été éborgné par un tir de grenade lacrymogène. Tout ça, c'est donc fin 2018, début 2019, et à ce moment-là, on se rend compte de l'importance de tout ça, et on décide donc, juste après, en gros dans la foulée, de créer une cellule d'enquête vidéo spécialisée dans l'OSINT, qui aujourd'hui, quelques années plus tard, se compose de 4 journalistes qui se sont spécialisés dans l'OSINT, et qui... C'est pas tant que ça. On aimerait être plus. Mais c'est déjà mieux que ce qu'on était il y a quelques années. Et aujourd'hui, donc vous avez parlé de un peu la genèse du projet, mais l'OSINT aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça représente au quotidien? Eh bien, tu as très justement, je pense, raconté les origines de l'OSINT. En gros, pour nous, c'est toutes les informations qui sont publiques, accessibles, très souvent via Internet. Et donc, au départ, c'était des images, parce que les gens publient des vidéos amateurs sur Internet. Mais on s'est assez rapidement rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, dans nos enquêtes, en fait, on utilise énormément de données qui sont non visuelles, malgré le fait qu'on est une cellule d'enquête vidéo. On utilise des données satellitaires, on utilise des données, par exemple, de tracking de bateaux et d'avions, qui sont des signaux radio émis par ces bateaux et ces avions en vol ou en mer, et qui sont répertoriés par des passionnés sur Internet. On utilise des données douanières qui permettent de traquer le commerce international. Et en fait, c'est ça l'OSINT. C'est-à-dire que là, j'ai donné 3 exemples, mais c'est juste un puits sans fond d'informations qui me semble difficile d'écarter et de ne pas prendre en compte quand on veut faire du journalisme, et a fortiori quand on veut faire de l'investigation. Alors Paul-Joël, je me tourne vers vous. Vous avez une approche qui est assez particulière sur Data Cameroun. On en a parlé avant cet atelier. En fait, vous prenez un peu une approche globale. Vous m'avez dit lorsqu'on s'est parlé en amont de cette table ronde, c'est très difficile de faire du fact-checking sans faire du data journalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Oui, et effectivement, ce d'autant plus que c'est presque 92 000 informations ou données qui sont produites par seconde dans le monde. Et puis, quand on parle de data journalisme, il ne faut pas seulement voir des chiffres. Ça peut être également une unité d'information qui s'assimile à une donnée. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours cette confusion de penser que quand on parle de data journalisme, ce n'est que du chiffre. On a quand même plusieurs cas que nous avons traités au sein de la rédaction avec nos équipes où, par exemple, pour débunker une information, on était obligé de construire une base de données, parfois du fait du crowdsourcing, pour pouvoir recueillir de la donnée beaucoup plus pertinente pour traiter ou vérifier une information. On a beaucoup de cas comme ça. Je vous prendrai un cas qui a, par exemple, un lien avec ce qu'on appelle au Cameroun la crise anglophone. C'était des infirmières qui faisaient croire en fait que à cause de Covid, les gens ne venaient plus à l'hôpital. On a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez mettre à notre disposition des jeux de données sur les hospitalisations, les vaccinations, la maternité et consorts? Comme ça, nous-mêmes, on pourra nous faire notre propre idée. Alors, quand on a commencé à analyser, on a généré des data viz qui nous ont permis de comprendre en fait qu'à un moment de l'année, c'est-à-dire entre janvier et avril 2019, il y avait comme une sorte de vide ou alors une courbe décroissante en février. Alors on s'est dit, mais attention, Covid n'est pas arrivé au Cameroun avant mars. Comment se fait-il que vous dites que les gens ne viennent pas? Alors quand on a commencé à interroger le contexte, on s'est rendu compte en fait que pendant cette période, les séparatistes avaient interdit aux personnes de sortir, d'aller au marché et consorts parce qu'on était là à la veille d'une élection locale. Et donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de patients qui aillent vers l'hôpital. Et donc, du coup, la conclusion, c'était effectivement que non, les gens ne vont pas à l'hôpital à cause de Covid, mais c'est parce que les séparatistes ont interdit ce qu'on appelle le lockdown oui, c'est le lockdown, comme on l'appelle généralement dans ces zones anglophones. Donc, on a plusieurs cas. On a un cas, par exemple, de la banane. On a trouvé... Alors justement, à ce sujet, si je peux demander à la régie de montrer la vidéo 1, si c'est possible, puisqu'effectivement, c'est un cas qui est très intéressant. Si vous pouvez en parler un petit peu, Paul-Joël. Justement, c'était une fake news qui circulait sur la toile selon laquelle le Cameroun était devenu le premier producteur ACP de bananes. Alors, ce qu'on a
pas bien compris, c'était comment se fait-il qu'il y a crise dans le plus grand bassin de production de bananes, mais en même temps où paradoxalement, le Cameroun est en tête. Alors on a interrogé des données, on a collecté à plusieurs sources, parfois même des sources ouvertes, on a utilisé des données et qui nous ont permis plutôt de comprendre en fait que non, c'était pas le Cameroun, mais en fait que c'était des gens qui cherchaient plutôt à redorer le blason ou l'image du Cameroun et qui ont balancé cette information. Et on en retrouve des tonnes et des tonnes à longueur de journée sur la toile, parfois dans des médias classiques. Gérer autant de données, c'est comment vous vous y prenez en fait pour justement arriver sur un sujet comme ça, hein, à aller au bout de la vérification en fait, parce que c'est ça la question. L'OSINT est au service de la vérification. Et effectivement, je crois que la précédente oratrice l'a dit, c'est l'utilisation de plusieurs sources, c'est questionner plusieurs données, c'est collecter, parfois c'est questionner des experts. Et donc en mettant tout cela ensemble, on parvient quand même à retracer ou à trouver une sorte de courbe logique qui nous amène unité d'information après unité d'information à vérifier cela. Ce n'est pas aisé pour le cas du Cameroun ou alors pour beaucoup de pays d'Afrique francophone où il n'existe pas de loi cadre sur l'accès à l'information, le cas du FOI, qui est le Freedom of Information Act. Du coup, les données peuvent être disponibles, mais pas accessibles. Parce qu'en fait, comme vous le savez, il faut pouvoir résoudre le duo disponibilité et accessibilité pour rendre une donnée complètement ouverte, ce qui n'est pas le cas. Mais également, de l'autre côté, il faut pouvoir avoir des professionnels qui sachent, par exemple, scraper une donnée, l'analyser et pouvoir construire une sorte de storytelling autour de ces données collectées. Donc, on essaye de le faire bien, tant bien que mal. On a quand même des équipes que nous recyclons régulièrement. On a des programmes que nous lançons au sein d'ADICI Cameroun pour recruter des journalistes que nous formons et que nous recrutons dans le cadre de ce qu'on appelait des bourses qui permettent justement à ces journalistes d'aller au bout de la formation en produisant, parce qu'on s'est dit en fait que c'est au bout de la production que ces journalistes prennent facilement la main pour pratiquer du data journalisme ou du fact-checking qui, comme vous le savez, sont deux grands textes au sein de Data Cameroun. Construire un narratif très important quand on essaie de pousser l'OSINT en tout cas au maximum. Bélène, vous avec le Centre pour la résilience de l'information, l'OSINT c'est vraiment un niveau, je dirais, supérieur pour dévoiler des crimes de guerre, exposer des violations de droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet que vous gérez spécifiquement, qui s'appelle Eyes on Russia, et comment aujourd'hui l'OSINT c'est incontournable pour votre travail? Hello, can you hear the micro? Yeah, okay. Merci beaucoup, Alex. Je dirais la plupart des membres dans l'équipe de Russie sont des investigateurs et c'est notre travail. Mais au-delà, OSINT, c'est un outil et une méthode pour résoudre la complexité de l'environnement numérique, pour obtenir la bonne information, pour faire un impact positif. Donc, une équipe en Russie où vous avez vu différentes techniques, géolocalisation, vérification croisée, imagerie par satellite, etc., qu'on fournit au monde avec une information fiable en provenance de l'Ukraine, de nos bureaux, de nos maisons. Et nous avons été en train de collectionner les données et il y a plus de 28 000 informations ou entrées d'incidents qui se sont produits depuis l'invasion de la Russie en Ukraine, ce qui nous permet d'identifier les tendances de ce qui se passait dans le monde et dans l'invasion dans différentes catégories. Par exemple, l'infrastructure, le droit humanitaire. Ça nous permet aussi de ne pas seulement collecter les données et établir les tendances, mais aussi d'arriver au niveau granulaire et identifier des cas spécifiques et des incidents spécifiques et de comprendre le contexte. Donc je pense que l'un des exemples les plus récents sur le Centre de résilience d'information, on a publié un rapport sur
l'impact sur une année de l'invasion de la Russie en Ukraine et un système politique. Et on a donné une analyse descriptive pour identifier les tendances sur le dommage aux infrastructures, aux écoles, tout ce qui était endommagé par la Russie, établir dans le temps, par la géographie, mais en même temps, on essaie de comprendre pourquoi on a ciblé les écoles. Par exemple, pourquoi on a ciblé des maternelles? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que c'est volontaire? Ce qui nous a permis, au bout d'une année de collecte de données, et donc je vais brièvement vous montrer un clip, si vous voulez, une vidéo, qui résume. Allez-y. Vous pouvez le lancer, s'il vous plaît? C'est une vidéo, monsieur. Bon, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais ça décrit le rapport. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une carte de la Russie dans le premier slide, mais ce qu'on a fait, c'est documenter tous les incidents ayant trait à l'invasion de la Russie dans un ensemble de données, et c'est vérifié par les techniques indépendantes, chrono et géolocalisation, etc. Et cette carte provient, c'est accessible pour tout le monde, c'est source ouverte, et ce qui aide quelque part dans les investigations. Et cette carte, c'est un recueil de tous les incidents ayant trait à cette invasion. Donc, on a utilisé cette catégorie d'endommagement d'infrastructures, les écoles, des tendances. Par exemple, on a pu identifier qu'à Kharkiv, dans la région de Kharkiv, les écoles avaient été bombardées systématiquement. On a regardé les écoles détruites dans le temps à Kharkiv. Et on s'est rendu compte qu'en juillet, lorsque le front s'était éloigné de la ville de Kharkiv, on visait plutôt les écoles à ce moment-là. Et en analyse avec les écoles autour, on n'a pas identifié d'autres objectifs. Donc, c'était impossible que ce ne soit pas systématique. C'est exprès dans le temps, en juillet à Kharkiv. On a identifié la même tendance à Mariupol. Les écoles commençaient à être bombardées pendant le siège. Donc, c'était pas des dommages collatéraux. Donc, ce que je voulais dire sur notre note, c'est que, yes, c'est une méthode, c'est une source, mais en même temps, c'est une communauté. Nous, dans notre projet, ne serions rien. On ne pourrait pas aller aussi loin si on n'avait pas trouvé une synergie à l'intérieur de cette communauté OSINT, une collaboration avec des partenaires. Je travaille ici comme journaliste, je travaille avec des journalistes ici. Et notre travail, c'est tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on a pu cueillir. On travaille avec des journalistes pour coopérer, mais aussi pour amplifier le travail qu'on fait, de communiquer, pour divulguer des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Donc, c'est ça le processus d'utiliser OSINT au sein de nos recherches d'information. Et un dernier point sur la puissance d'OSINT. C'est une vérification rapide d'un incident qu'on a réalisé après le barrage le 6 juin qui a été détruit. Ce sont des techniques open source. Vérification de contenu avec une imagerie satellite. On a pu, en quelques heures seulement, de donner la vérification de l'incident ou des incidents. Prochain slide. Et le dommagement et l'inondation des zones autour. On a pu préparer ça en quelques heures seulement pour informer les politiques, etc. Et j'étais en Ukraine il y a un mois. J'ai montré ça aux autorités ukrainiennes et ils n'avaient pas vu le dommage parce qu'ils n'ont pas accès à cette donnée. Donc, ils voulaient avoir des images satellitaires pour que eux, qui vivaient par là, ne pouvaient pas accéder. Ils n'avaient pas l'analyse qu'on partageait avec eux. C'est ça la puissance d'OSINT pour nous. Ça démontre que la collaboration. Important. Les personnes qui font ça, Belen, souvent sont même des volontaires. Les personnes qui font cela sont des volontaires, des personnes dont ce n'est pas le métier
d'être des professionnels de l'information. Et vous êtes venu, je crois, aussi avec un autre exemple sur lequel vous avez travaillé. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, s'il s'agit d'une vidéo. Mais voilà, bien sûr, l'OSINT au service du travail de lutte contre la désinformation, c'est ça aussi qui renouvelle le travail du journaliste. Definitely. This one. C'est certain. Je pense que je peux passer rapidement. Par rapport aux volontaires, oui, il y a un projet. Ça a commencé par un projet à base de volontariat. C'était la communauté qui nous fournissait leurs expertises pour pouvoir répondre rapidement aux différents incidents et le développement et l'évolution des situations, d'abord en Ukraine et après, moi j'ai commencé comme volontaire, quand on était nombreux. Si vous voulez vous poser votre candidature, vous pouvez m'en parler après. C'était très bien aussi. L'information a été répandue massivement. Dans l'invasion, on a vu l'exemple de Boucham. C'est un cas très clair de l'utilisation d'imagerie et après le retrait de la Russie de Snake Island au mois de juin 2022, et tout le monde connaît Snake Island pour les vidéos renommées que les Ukrainiens étaient dans l'île alors que les Russes envahissaient le 25 février. Ils leur ont demandé de se rendre et ils ont répondu « Allez vous faire foutre ». Et donc, l'île est devenue comme une île morale, quelque part. Il y avait un effet moral sur l'effet du militaire russe et aussi sur les militaires ukrainiens. Et le 30, au mois de juin, la Russie s'est retirée en disant qu'ils se sont retirés parce qu'ils sont de bonne volonté pour laisser passer les corridors du militaire, etc. Et en même temps qu'ils avaient fini leur engagement dans l'île. Ils disent oui, c'est ça. Mais c'est peu probable. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris les images satellites du 29 juin et on a comparé au 30 juin. Et l'image à l'arrière-plan, c'est le 29. Vous voyez les images là? On fait superposer les images et on voit que le soir du 29 au 30, il y a eu énormément de bombardements qui détruisent des infrastructures dans Snake Island. Donc en fait, il y a eu une confrontation. Ensuite, et l'examination des contenus partagés par les militaires ukrainiens et le ministre de la Défense ont identifié qu'en fait, que l'île, la Russie, a été soumise à beaucoup de pression par les bombardements ukrainiens dans le temps, pendant des mois. Et en fait, la confrontation continuait même après leur départ, leur retrait. Donc, on a utilisé la géolocalisation, la vérification des images de contenu. Et en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en revue leurs déclarations avant et après le retrait. Et une semaine avant, ils disaient que le militaire ukrainien veut récupérer des îles et qu'ils ne vont jamais pouvoir le faire parce que c'était sous le pouvoir de la Russie. Et c'est seulement une semaine avant leur départ. Donc on a vu la pression auquel la Russie et les troupes russes avaient été soumis par les Ukrainiens. Et en fait, on a complètement contré les déclarations de la Russie, soulignant la raison de leur départ. C'est par le biais de SINT, mais c'est un bon exercice pour prouver les mensonges des Russes qu'on a pu entourer de ces images réelles et Un gros travail qui a pris combien de temps sur cet exemple précisément? Parce que des fois, on se dit, voilà, on se lance dans un travail comme ça, même en tant que journaliste, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps ça a pris sur cet exemple-là? I think that, I mean, one thing is that the time. Il y a le temps de publication des rapports, il y a l'édition, etc. Mais le rapport en tant que tel, c'était 2 jours.
Mais ce n'est pas la vérification, c'est la vérification de tout l'incident. Alors du côté de Data Cameroun, on en parlait tout à l'heure, hein, vous alliez fact-checking, source ouverte. Il y a un sujet sur lequel on a notamment eu à collaborer indirectement qui impliquait la photo d'une voiture de police chinoise dans les rues de Douala. Et c'est un exemple assez intéressant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est un bon exemple d'OSINT appliqué au journalisme? Et si la régie peut nous montrer donc la vidéo 2, ça serait top, top, top. En attendant que la régie n'arrive à ce niveau, j'ai plutôt l'impression qu'on a demandé à la régie d'éteindre les lumières. Donc, c'est un très, très bel exemple de l'utilisation de la méthode et des outils liés à OSINT. Parce qu'en fait, c'est comme un travail de fourmi qui s'est fait, en fait. En effet, on a utilisé à la fois des outils technologiques et même des outils humains. Parce que, comme on le dit toujours en fact-checking, le meilleur outil, c'est l'humain, c'est l'observation. Mais à côté de cela, il faut parfois compléter. Parce que, vous savez, la complexité avec les outils réside, par exemple, au niveau de la qualité de la connexion. Et en Afrique, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Du coup, il faut de temps en temps co-construire. Et la bonne chose, et ça me souvient de ce que la précédente oratrice a dit, OSINT, c'est aussi une communauté. On se rappelle, et la bonne image ou le bon souvenir que j'ai de ce travail, c'est qu'après la publication, on a eu des témoignages qui venaient également du terrain. Des gens nous ont renvoyé des photos, nous ont donné beaucoup plus d'indications. Ça a peut-être permis qu'on remette l'article à jour pour lui donner encore beaucoup plus de pertinence. Et lorsque votre collaboratrice nous a contactés, c'était tellement aussi intéressant et passionnant de travailler sur ce sujet parce qu'elle venait avec beaucoup plus de détails et ça nous a permis justement de comprendre en fait qu'on était sur la bonne voie en utilisant des sources ouvertes qui étaient à la fois des outils technologiques et même de l'observation humaine parce qu'on est allé sur le terrain, on a interrogé des gens, il y avait des gens qui nous donnaient des informations. Il fallait justement prendre ces informations, les coller, voir celles qui vont ensemble pour être sûr effectivement qu'on n'a pas des informations contradictoires. Curieusement, toutes les informations allaient toutes dans le même sens et les outils, effectivement, on a par exemple constaté qu'il y avait des images qui avaient disparu sur la toile. On a donc utilisé un outil qui s'appelle Wayback Machine. On peut rappeler peut-être juste le cas dont nous parlons. Il s'agissait d'une voiture de police avec des inscriptions chinoises effectivement, qui avait été vue dans les rues de Douala. Donc au départ, en voyant cette vidéo, cette photo, puisque c'était une photo au départ, on se demande si c'est vrai. On s'interroge sur que fait une voiture de police chinoise dans les rues de Douala. Et donc ensuite, comme vous dites, il y a l'enquête. Vous avez mené la vôtre de terrain. C'est ça qui est très intéressant. Mais vous êtes allé plus loin. Et donc c'est effectivement ce que vous allez nous raconter sur l'archivage des contenus. Effectivement, on a eu cette image sur une page Facebook de quelqu'un qu'on qualifierait de fake newser, comme on appelle souvent au Cameroun, parce qu'il est très habitué à ce genre d'exercice. Du coup, ça a attiré notre attention, parce que comme on le dit souvent, le fact-checking commence avec le doute, quelque chose qui attire votre attention et qui vous met dans le doute. Alors, on a commencé à se poser la question, mais comment se fait-il que subitement, au Cameroun, il y a une voiture de police estampillée avec au logo de la Chine, aux couleurs de la Chine et consorts. Alors, cette voiture était située exactement à un lieu qui s'appelle La Douche, où on retrouve les plus grands commerçants chinois à Douala et les plus grands magasins dont tous les grands conteneurs qui viennent de la Chine sont stockés, déchargés avant d'être revendus. Alors, on a commencé à nous expliquer de fil en aiguille, en fait, que c'est une voiture parfois conduite par des policiers. Et tout de suite, on est allé vers la police. Marthe, qui est chef d'ex-fact-checking, qui est justement dans la salle, a rencontré un policier au commissariat qui lui dit pourquoi... non, la personne lui a dit on n'enquête pas sur la police. Alors, elle lui a dit non, on voulait que vous confirmiez si effectivement ce sont des policiers qui conduisent cette voiture ou alors c'est une voiture qui est homologuée et qui est reconnue par les autorités. Il a dit madame, si vous continuez, alors vous allez voir ce qu'on vous fera. Alors elle est partie et comme on dit souvent en journalisme, pas de réponse, c'est toujours une réponse. Elle a continué à fouiller et comme tu disais tantôt, on est reparti sur les plateformes.
on avait remarqué que la publication avait disparu. Donc, on a utilisé Wayback Machine, qui est un outil qui permet de retrouver d'anciennes publications effacées sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes. Et effectivement, on est retombé sur cette image. Ça nous a permis justement de confirmer, parce que également en fact-checking, on dit quand vous retrouvez une image plus tard, elle n'y est pas, ça veut dire qu'il y a déjà un soupçon d'intention qui permet justement d'affirmer qu'il y a fake news ou s'il y a manipulation ou pas. Donc le sujet était vraiment un mélange d'enquête journalistique, d'utilisation en source ouverte, également en utilisant les outils d'archivage disponibles pour aller au bout en fait du sujet. Et ce qui est très drôle, c'est que comme tu le décris, les propos des policiers ont été rapportés également tels quels, puisque si on est factuel jusqu'au bout, voilà, vous avez rapporté jusqu'au bout les propos des policiers sur ce sujet-là qui semblaient un peu gênés. Effectivement, et même après la publication, notre publication est devenue virale. On s'est rendu compte plus tard, en revérifiant qu'il y avait certains insignes de la voiture qui avaient été enlevés. Donc on s'est dit que c'est à cause de la publication que finalement les autorités se sont rendues compte que ça pouvait être une bêtise à cause de tout le sentiment qu'il y a et tout. Et en fait, les commentaires qu'on a eu en retour, c'était le gouvernement ou alors les autorités camerounaises sont plus favorables à protéger les Chinois que les Camerounais, parce qu'en fait, le coin La Douche, en réalité, c'est un coin où on agresse beaucoup. Et c'est davantage les Camerounais qui font l'objet de ces agressions. Et les Chinois sont davantage protégés parce que ce sont des grands commerçants. Il y a de grands magasins. Les plus grosses marchandises chinoises qui entrent au Cameroun passent par là. Donc, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Et sur la page où nous avions publié, on a eu une avalanche de commentaires des Camerounais qui s'indignaient justement de ce fait que comment se fait-il qu'il y ait une voiture de police uniquement pour protéger les Chinois alors qu'il y a également les Camerounais à cet endroit. Donc ça pouvait également nous permettre de prolonger l'article ou de continuer l'investigation. Et via l'OSINT, on apporte des réponses à ces questions-là. Asia, parfois, bon voilà, il faut bien le dire, hein, l'OSINT, c'est un peu, se rapproche des techniques de geek, quoi, hein, on peut le dire, je crois, notamment celle des tracking des bateaux, tracking aérien, vous avez déjà mentionné. Alors, c'est le cas d'un exemple, je ne sais pas si on va pouvoir voir la vidéo. Alors, il y a un problème technique, désolé, pour l'instant, ça ne marche pas. Ce que je propose, c'est qu'on déroule, on peut peut-être indiquer Oui. 2-3 mots-clés pour le retrouver sur Google, pour ceux qui voudraient le voir sur leur smartphone. Je vais juste la résumer, hein, c'est une vidéo de janvier dernier, je pense, si je dis pas de bêtises, qui montre comment les images de surveillance européenne de Frontex ont été utilisées, peut-être le sont toujours, vous savez nous dire, par les autorités libyennes pour intercepter des migrants. Donc peut-être on peut décrire, si on a défaut de voir la vidéo, ce qu'il y avait dans cet extrait, Asia, et ensuite nous expliquer en fait qu'est-ce que ça apporte de plus d'utiliser l'OSINT sur un sujet comme ça que d'autres sources n'auraient jamais pu nous apporter. Ouais, je pense que cette enquête, on n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas fait d'OSINT. Donc je vais y revenir, je vais m'attacher à essayer de décrire cette vidéo mieux que la vidéo elle-même. Je savais qu'on allait parler de Russie avec Belen, donc j'ai pris un cas un peu différent. Ça se passe donc, je crois, ah si, ça y est, en mer Méditerranée. Allô ? Oui. Au large des côtes libyennes. Ce sont en fait des pages Facebook qu'on a observées qui sont gérées par des gardes-côtes libyens. Gardes-côtes qui sont donc chargés de la police au large des côtes libyennes. On le sait parce qu'ils publient régulièrement des vidéos, des images d'eux-mêmes en opération, des informations aussi sur ce qu'ils ont réussi à faire. En général, ils se la racontent un petit peu sur cette page Facebook. Et il se trouve qu'on détecte des images, des captures d'écran en réalité, d'images, de films d'images, de vidéos, de surveillance aérienne capturées en mer. En fait, ce sont des avions, des drones qui surveillent la mer Méditerranée et qui renvoient ces images au centre, quoi. Et il se trouve que les gardes-côtes libyens publient des captures d'écran de ce feed vidéo. Or, on sait que les gardes-côtes libyens ne disposent pas des moyens aériens, les avions et les drones, capables de capturer ces images. Donc on se pose la question, d'où viennent-elles ? Ce qu'on sait par ailleurs, c'est que ces images-là, ceux qui ont les moyens aériens de les capturer, c'est notamment, pas seulement, mais notamment l'agence européenne garde-frontières, Frontex. Sauf que Frontex n'a pas le droit de partager ces images aux gardes-côtes libyens. Les gardes-côtes libyens ont été accusés à plusieurs reprises par l'ONU notamment de crimes contre les droits humains, d'abus de droits humains, comme on dit, d'exactions, de torture, de traite d'êtres humains.
pour toutes ces raisons-là, Frontex collabore avec certes les gardes-côtes européens, italiens, maltais, mais pas avec les gardes-côtes libyens. Donc si c'est vraiment Frontex qui a partagé ses moyens aériens avec les gardes-côtes libyens, eh bien c'est un problème et c'est interdit. En source fermée, il nous aurait fallu quelqu'un chez Frontex ou quelqu'un chez les gardes-côtes libyens qui nous avoue qu'effectivement c'est bien ce qui se passe. Source interne, sûrement anonyme, que vous aurez peut-être cité. Ça nous arrive régulièrement, mais on a essayé sur ce cas-là. Malheureusement, on ne nous a pas répondu, d'un côté comme de l'autre. Frontex, on les a contactés quelques jours avant la publication, ils n'ont pas souhaité répondre. Et les gardes-côtes libyens, la communication a été un peu difficile et ils n'ont pas souhaité répondre non plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement utilisé cette technique de geek, comme on pourrait dire, dont je parlais un peu tout à l'heure, qui est que, en fait, tous les avions, pour des raisons de sécurité, diffusent un signal qui est en fait un signal radio pour localiser leur position quand ils sont en l'air. C'est quasi, tout le monde le fait quasiment, même s'il y a moyen de ne pas le faire si on veut. Et ces signaux-là sont détectés par des antennes qu'il est très facile d'installer. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ça, qui les ont chez eux. Nous, on en a une aussi, plein de journalistes le font et en ont chez eux. Et ces balises-là, elles détectent le signal et elles le publient sur différents sites. Il y en a une petite dizaine, différents sites de tracking d'avions, comme par exemple Flight Radar, dont vous avez peut-être entendu parler, ou ADSB Exchange, puisque c'est avec eux qu'on a travaillé sur ce cas-là. Et en utilisant, alors c'est dommage qu'on ne la voit pas, mais les informations qui étaient disponibles sur la capture d'écran, sur la page Facebook des gardes-côtes libyens, c'est-à-dire l'heure, la date, la localisation GPS en coordonnées GPS, ainsi que l'altitude, on savait où cette photo avait été prise. Il ne restait qu'à savoir quel avion était là au moment T, à l'endroit escompté et à la bonne altitude. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un, en l'occurrence drone, qui était là, à la bonne altitude exactement, et qui donc à la bonne heure, et qui donc était le seul qui avait pu prendre cette photo. Et il se trouve que c'était un drone qui appartient à Frontex. Donc voilà, on avait la preuve irréfutable, pourrait-on dire, de ça. Et sans ça, on n'aurait pas pu faire cette enquête. Et est-ce que ça a des conséquences après sur cette enquête? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, des remises en question de la part de comment Frontex aussi peut-être met à disposition ces images? Ou est-ce qu'il y a eu des suites à votre enquête? Ils nous ont répondu. Frontex, après coup, ils n'étaient pas très contents. Mais surtout, on a vu assez récemment qu'ils avaient continué, enfin en tout cas, les gardes-côtes libyens continuent de publier des images. Voilà. Je ne sais pas si c'est les mêmes fournisseurs, puisqu'on n'a pas refait l'enquête. Mais en tout cas, il y a toujours des images sur les pages des gardes-côtes libyens qui sont publiées plus récemment. Donc grâce à l'OSINT, vous avez mis le doigt sur un problème existant et voilà, qui mérite peut-être... Oui, parce que ce que je raconte pas, et je le dis en 2 mots, mais c'est que la raison pour laquelle... Ce que cette surveillance aérienne permet, pour des gardes-côtes libyens qui n'ont pas ces moyens-là, c'est de savoir assez rapidement où sont les bateaux de migrants qui essayent de passer la Méditerranée. Et grâce à ça, ce qu'on sait, c'est qu'ils arrivent à intercepter certains navires avant qu'ils arrivent dans les zones de sauvetage européennes, italiennes, maltaises, et quand c'est le cas, de donc les ramener sur le territoire libyen, ce qui pose question en termes de est-ce du sauvetage ou est-ce de l'interception pour des raisons politiques, voilà. Donc il nous reste encore un petit peu de temps avant de passer aux questions. J'aimerais qu'on parle des limites de l'OSINT. Parce que souvent, même dans des cadres de conférences, de formations, que lorsqu'on peut intervenir, voilà, des gens viennent nous voir en disant ouais, « ce que vous faites, c'est incroyable, est-ce qu'il y a un outil qui permet de faire ça ?» L'OSINT, je pense que vous serez tous d'accord pour dire ici que ce n'est pas de la magie, on ne peut pas non plus tout faire avec l'OSINT. Paul Joël, on a déjà parlé un petit peu, hein, il y a un défi important pour les médias africains et c'est vraiment la démocratisation de l'OSINT qui est en jeu. Vous, aujourd'hui, c'est quoi votre constat sur la situation? Est-ce que l'OSINT a la place qu'elle mérite, que ce soit au Cameroun, dans le pays dans lequel vous officiez, mais aussi dans les médias de la sous-région?
Oui, effectivement, je commencerai par le début de vos propos. Quand vous parlez des limites d'Ozine, il faut dire en fait qu'Ozine se nourrit de tout ce qu'il y a comme données ou de tout ce qu'il y a comme éléments disponibles en ligne. Si ce n'est pas disponible, forcément, Ozine ne saura vous donner, vous produire des miracles. Ça ressemble un peu aussi à l'intelligence artificielle, quoi. C'est-à-dire, tant que ChatGPT n'a pas trouvé de données pour nourrir ce que vous lui demandez ou alors pour satisfaire votre requête, ChatGPT ne fera pas des miracles. Donc, avec Ozine, on est presque dans la même méthode. Et pour autant, Ozine devient un peu plus fort quand Ozine tombe dans un contexte beaucoup plus dynamique, où vous avez, elle a tantôt dit, une grosse communauté qui nourrit la toile. On dit bien source ouverte, c'est-à-dire si ce n'est pas ouvert, alors Ozine ne trouvera absolument rien. C'est un outil parmi tant d'autres. Ma foi, ce que je crois d'Ozine, comme de tous les autres outils qui existent, le cas de Small SEO Tool, qui est un outil que j'affectionne particulièrement, davantage limité pour le fact-checking, c'est que Ozine a la particularité, par exemple, d'être à cheval entre le data journalisme et le fact-checking, parce qu'il permet à la fois de puiser dans des données, de vérifier des images et consorts, alors que les autres outils, comme par exemple Small SEO Tool, c'est davantage dans la vérification. Small SEO Tool, sa particularité, c'est sur 3 moteurs de recherche, Google, Bing et Yandex, et Small SEO Tool ne vous donne que ce que ces moteurs de recherche auront proposé. C'est presque le cas avec Ozine. Donc, il faudrait davantage, peut-être qu'il y ait comme une sorte de travail de communauté autour de ces différents outils pour les rendre davantage puissants ou efficaces. Parce qu'en réalité, quoi qu'on dise en matière de recherche, le miracle n'existe pas. Tout ce qu'on trouve, c'est ce qui existe. On n'invente pas le fil à couper, le beurre. Et donc, il y a comme une sorte de travail de fond. Pour le cas de l'Afrique francophone, où je viens, ou du Cameroun, que je connais particulièrement, je suis né, j'ai grandi là-bas. Alors, c'est encore un très gros défi pour les rédactions parce que les journalistes ne s'intéressent pas beaucoup à ces nouvelles approches ou ces nouvelles techniques de traitement de l'information et même de diffusion de l'information. Mais on essaye tant bien que mal, avec l'appui de certains partenaires comme CEFI, de déployer à la fois des formations, de faire venir des experts. On n'a pas eu la chance de vous avoir récemment au Cameroun parce que vous étiez tellement occupés. Mais on essaye comme on peut de construire une sorte de communauté de journalistes autour de ces nouveaux outils, parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue qu'on se situe là dans ce qu'on appelle la société de l'information. Et donc, ça va très vite. Et tant qu'on ne s'arrime pas à la nouvelle donne, aux nouvelles techniques, ça sera très compliqué de challenger notamment le désordre informationnel qu'on peut constater sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a là comme une sorte de sursaut d'orgueil de la part des journalistes, des producteurs de contenu et même de la société civile, parce que ce sont des acteurs avec lesquels nous devons nécessairement travailler en synergie si on postule que ces acteurs sont à la fois des producteurs et des consommateurs de l'information. Donc, Ozine, comme tous les autres outils qui existent, que ce soit en gratuit ou que ce soit en mode payant, il y aura quand même tout un travail à faire. Et l'idée de constituer une communauté me semble assez intéressant, parce que c'est cette communauté qui va permettre de nourrir ces différents outils pour que leurs utilisations deviennent de plus en plus pertinentes. Ai-je l'autorisation de Julien pour peut-être poser une dernière question à Asia et à Belen? On va la grouper, cette question, parce qu'il y a des limites et il y a des risques à l'Ozint qui sont assez évidents. On parlait tout à l'heure de la lutte contre la désinformation pro-russe. Il y a aujourd'hui des comptes pro-russes qui affirment faire de l'Ozint pour pousser un narratif. On en voit quelques-uns émerger. Quels sont, selon vous, toutes les deux, peut-être je commencerai par Belen, je dirais les garde-fous à mettre en place pour éviter que l'Ozint n'ait d'impact négatif, ou en tout cas ne permette de pousser des faux narratifs. Et peut-être pour Asia, j'en parlais dans l'introduction, l'Ozint, c'est un peu vu aussi comme un phénomène de mode, comme peut l'être le fact-checking. Est-ce que parfois on n'en fait pas un petit peu trop avec l'Ozint? Belen. Je pense qu'il s'agit là d'une très bonne question de clôture de cet atelier. J'y répondrai en disant qu'il y aura toujours des actes malicieux qui vont faire partie des changements dans
l'environnement d'information pour tirer le drap vers eux. Avec le manque de contrôle, de chaos et la désinformation dans la communication russe, on constate ici des opérations d'information coordonnées de la Russie avec une prolifération de ce qu'on appelle les fact-checkers et que l'on retrouve ici et là sur Twitter, ou des proxys russes qui ont pour but d'attirer l'attention du public vers les réseaux sociaux, les plateformes, et pour pousser la narrative russe de façon suffisamment plus efficace. Mais ils tirent parti de lacunes dans les informations, dans la chaîne d'information. Ce qui peut être fait, c'est tout d'abord renforcer les mécanismes. Et les dispositifs, on parle de l'importance de l'archivage. Et nos méthodologies investigatives passent par un processus de projet. On soumet des éléments de preuve à la Cour pénale internationale pour mettre en avant des crimes de guerre et rapporter cela. Bien évidemment, il faut vérifier que ces éléments sont précis, reflètent la réalité et que tous ces fact-checkers vont nous dire des informations complètement différentes, vont nous donner des informations complètement différentes. Et donc, nous avons ici des processus qui fait que tout le travail de coordination, d'établissement, du comment, du quoi, du où, doit être passé en revue par 3 investigateurs et que tous les éléments d'information recueillis sont archivés. Donc nous avons un ensemble de données, des images, des codes sources, tout vérifié, donc de manière à avoir une preuve de contenu original et authentique. Et donc, aller vers une communauté, eh bien, c'est toujours difficile pour sur des plateformes de réseaux sociaux, toujours difficile pour leur demander d'effacer des contenus qui constituent de la désinformation. En particulier, s'agissant du discours de haine, des zones de conflit. Et parfois, on souhaite aller plus vers une discussion, mais il y a vraiment un travail absolument colossal qui doit être mené. Donc, le dialogue, renforcer la communauté et parler aux plateformes de réseaux sociaux. Et puis, s'agissant des médias, le fait de publier des informations, les acteurs de l'information, comment arriver à une pensée critique avec l'information que vous recevez, ça c'est vraiment important. Et ça, c'est un autre défi important auquel nous sommes confrontés donc de notre côté. Nous, les investigateurs, nous essayons de prodiguer des programmes de formation à nos partenaires et nous essayons d'exposer aussi non seulement des cas d'information, mais également les acteurs à l'origine de cela, qu'on puisse montrer comment ces acteurs sont économiquement ou personnellement connectés aux faits. Et donc, nous essayons d'éduquer la population, partager les résultats de nos travail investigatif pour qu'il y ait une transparence pleine et entière au public. Question de l'OSINT, phénomène de mort, est-ce que c'est quelque chose qui inquiète au monde? Ok, en 2 mots. Est-ce qu'on en fait trop? Je ne sais pas. Effectivement, parfois, je pense que tu as raison, il y a un petit effet de mode qui fait qu'on peut en faire mal, ce qui est dommage. Il y a aussi beaucoup de rédactions en France qui, je pense, ne se sont pas vraiment emparées de ces méthodes-là, de toutes ces sources-là, et c'est dommage. Donc, je trouve ça bien qu'on en parle quand même. Pour répondre aussi à la question sur les limites et est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. L'OSINT, c'est une source, donc c'est une source parmi tant d'autres, insuffisante en soi. Belen l'a très bien expliqué sur le processus de vérification et de double-check, mais au monde également, ce qu'on fait de plus en plus, c'est des enquêtes qui mêlent de la source ouverte et de la source fermée, les unes recoupant les autres, parce que sinon, on laisse le flanc à des manipulations possibles, que ce soit des leaks, on a beaucoup travaillé avec des leaks dernièrement. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise l'OSINT pour recouper toutes les informations, le plus possible en tout cas, qui sont disponibles dans des documents qu'on nous fournit par des lanceurs d'alerte, par exemple,
parce que c'est une source là aussi et qu'elle n'est pas forcément suffisante. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on a à peu près respecté le temps malgré le retard initial. Et je crois que c'est le temps des questions. Exactement, c'est très bien. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Ce que je vous propose, c'est de faire circuler un micro si vous avez des questions à poser aux panélistes. Et j'en profite pour rappeler à ceux qui nous suivent en ligne que vous pouvez envoyer les questions et je les relayerai à nos panélistes. Voilà, je vois une question ici. Merci. J'avais juste une question. Est-ce que Pensez juste à vous présenter avant. Oui, c'est Tuc Dualroche, je suis stagiaire à CFI. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'IA va permettre d'améliorer et de faciliter le travail des gens qui utilisent l'OSINT? Vaste question, qui se lance? Je peux me lancer si vous voulez. Oui, je pense que comme tous les outils, ça va permettre de nouvelles choses. Ça le permet déjà. J'ai quelques exemples en tête. Nous, on a utilisé à quelques reprises un mini-exemple, mais par exemple dans notre enquête sur Auchan en Russie, les activités du groupe français en Russie, on avait des mails, dedans il y avait des plaques d'immatriculation russes. Grâce à une IA qui en Russie scanne toutes les webcams disponibles publiquement en Russie et répertorie les plaques d'immatriculation, on a pu retrouver cette plaque d'immatriculation qui était sur l'échange de mails et effectivement savoir qu'elle était bien immatriculée à Saint-Pétersbourg, que ça fonctionnait, que ça matchait. Donc ça, sans IA, on ne pouvait pas le faire. Donc voilà, il y a plein d'outils, il y en a plein d'autres qui sont disponibles de plus en plus et qui risquent de l'être encore plus. Il y a aussi des dangers, comme souvent, qui sont liés à ça. Ce serait une conférence à elle toute seule, mais l'IA, elle a des biais. Les biais qu'elle a, ils viennent de nous, ça vient des données qu'on leur donne à manger et qu'elle recrache. Mais l'IA n'est pas capable d'un jugement neutre d'enquêteur journalistique à elle seule. On pourrait parler des biais racistes qu'elle a, par exemple, les IA de reconnaissance d'image sur le fait qu'elles ont été tellement entraînées avec des visages blancs qu'elles ne reconnaissent pas les visages noirs, etc. Bref. Tout ça fait que l'IA est une opportunité et qu'il va falloir y faire attention quand même. Bélène ou Paul-Joël, vous avez... Je dirais que oui. L'intelligence artificielle aide déjà à notre travail d'investigation. On a pu identifier des auteurs de crimes. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, donc ça aide beaucoup à accélérer le processus. Parce que peut-être qu'on aurait pu identifier ces auteurs de crimes, mais ça nous permet d'aller plus vite et d'être plus efficace. Et ChatGPT aide à assimiler les informations. Donc, vous avez une sorte de rapport très long. Et donc, vous pouvez faire résumer sous la forme d'un tableau avec le général, le commandant lié à telle et telle unité. Donc, ça aide vraiment l'investigateur. Donc, ça a accéléré les choses. Mais ce que je dirais, c'est que ça ne remplacera jamais la connaissance contextuelle et humaine de l'investigateur. Je travaille avec des investigateurs ukrainiens absolument super. Et aucune intelligence artificielle ne peut remplacer ces personnes par rapport à la connaissance de leur pays, de l'environnement du pays, les raisons historiques qui peuvent être à l'origine de certains comportements. Et donc ici, tout cela combiné, je dirais que c'est quelque chose... J'ai vraiment beaucoup de doutes quant à la possibilité de voir l'intelligence artificielle remplacer le travail de l'investigateur. Donc cela soutient, ça ne remplace pas. Micro. Hi, thank you. My name is Kwaku. Bonjour, je me présente Kwaku Santé, je viens du Ghana. J'ai une question à vous proposer. Le Zint ressemble à une bougie finalement pour de nombreux fact-checkers, ce qu'on fait au Ghana, au Nigeria. Et les difficultés portent sur l'actualisation des données parce que
Vous avez au nord du Ghana, Nafrongo, et les satellites, les images satellites. Et la dernière fois, la dernière actualisation de ces images date de 2016. Et donc ici, quelle était votre expérience et comment est-ce qu'on peut régler ce problème d'actualisation des données? Merci. Notre expérience s'agissant des données au Cameroun, c'est qu'on utilise de nombreux outils pour voir s'il est possible de réaliser et d'utiliser des données pertinentes en ligne. Et ce que j'ajouterais, c'est que nous avons de nombreuses plateformes en ligne où vous pouvez aller pour prendre des données actualisées. Rappelez-vous que vous trouvez des portails comme dportal.org lorsque vous cherchez des données liées, par exemple, à la planète, comme la tuberculose, le VIH, la malaria. Et ici, affinez votre recherche. Donc, lorsque vous allez rencontrer ce problème de données, si vous faites un fact-checking des faits, vous avez besoin de données pour voir quelles sont les informations, si les informations sont pertinentes ou pas. Donc, voilà ce qu'on fait. Chez Datacram, dans le domaine des données au Cameroun, nous avons une base de données de différents sites web où vous avez des scrap data. Et si vous travaillez sur telle ou telle thématique, vous pouvez les utiliser. Voilà l'expérience que je peux partager avec vous. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Vous aviez une question, je vous ai vu tout à l'heure. Il y en a une là aussi. Troisième. Merci. Qui a dit merci? C'est moi. Martha Kissi, journaliste ivoirienne. Alors, ma question, comment utiliser OSINT pour ne pas être accusé de piraterie ou de piratage dans le cadre, par exemple, de Frontex? Ah oui, le contexte légal de la réutilisation, c'est une question importante. La question de l'utilisation des données dans l'enquête Frontex? Et du cadre légal, c'est-à-dire est-ce qu'on peut librement réutiliser tous les types de données qu'on trouve en ligne? Je ne suis pas spécialiste de cette question. On nous a déjà posé des questions par rapport à la RGPD, par exemple, sur les données personnelles des gens, et je me suis trouvée bien embêtée. Ce qui concerne plus l'Europe? Oui. Ce que je sais, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on ne divulgue pas les informations personnelles des gens, parce qu'on n'a pas intérêt à le faire. Dans les images, notamment, il y a parfois des visages, donc on les floute. Sur le cas des données ADSB, et pareil pour les données de réseaux sociaux, etc., on floute tout, on ne met pas les noms de famille. Parfois, on change les noms. On l'a fait récemment. Il y avait des intermédiaires renseignements russes. Pour nous, ce n'est pas important que ces personnes-là soient exposées. Donc on a masqué le nom de famille, changé le nom, divulgué leurs photos, histoire qu'ils ne soient pas reconnaissables. Et dans le cas de Frontex, c'est des données publiques, en fait. C'est des données qui sont diffusées littéralement dans l'air et qui sont captées par des balises. Et donc à partir de là, il n'y a pas de propriété de ces données-là. C'est des données qui sont là pour assurer la sécurité du transit aérien. Et ensuite, elles sont publiées sur des sites. Donc, il y a des sites qui sont payants, des sites qui sont gratuits. En général, il y a un peu des deux. Et nous, on fait que les utiliser. C'est comme si on utilisait Wikipédia, Facebook, Twitter. Vous pouvez y aller. C'est OK. Le micro, il est là. Et il y avait une question ici. Il y avait aussi là. Yeah. Hello, everyone. Bonjour, Jonas Siamo de Debora-Cana. Ma question est similaire à celle qui a été mentionnée par Kwaku. Des difficultés avec OSINT, en particulier des outils, portent sur l'utilisation d'images satellites en temps réel. Ce qui se passe, c'est que avec ces outils spécifiques sur ces plateformes, le nombre de ces outils sont très chers. Elles ne sont pas gratuits. Et malheureusement, on sait que de nombreuses organisations de fact-checkers n'ont pas les ressources de faire l'acquisition de ces ressources. Vous êtes limité et contraint par les outils gratuits. Et une organisation habituelle de fact-checking utilise des données pour lesquelles on n'a pas à payer. Et certaines des plateformes
pour lequel Twitter ne donne pas accès à l'API sur ces plateformes. Eh bien, c'est tout un travail ici qu'il faut mener à bien. Et donc, comment les fact-checkers ou les organisations de fact-checking peuvent trouver une solution C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce qu'il est vrai. En particulier pour les plateformes d'imagerie satellite, elles sont très très chères, très très onéreuses. Je pense que c'était dans le cas de Kharkov. Il y a eu des images satellites qui ont été publiées gratuitement. Celle-ci, d'habitude, il est très difficile d'accéder des données satellites s'il n'y a pas de cotisation. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution? On utilise le concept de communauté. On essaie de trouver des partenaires qui ont accès ou qui ont accès au contenu généré par l'utilisateur. Ou plusieurs contenus générés par les utilisateurs nous permettent de vérifier les images satellites. Plus on peut avoir d'informations sur un incident spécifique de différentes sources, ça nous permet de corroborer. Alors je sais que je n'ai pas vraiment de réponse simple à cette question, mais c'est comme ça qu'on procède généralement parlant. Et effectivement, les changements des plateformes de réseaux sociaux et les API, c'est un véritable cauchemar. Maintenant, les données sont bien moins fiables que ce qu'on aurait pu vous donner il y a 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc, sur les plateformes de réseaux sociaux, je dirais, utiliser les plateformes des logiciels qui vont vous aider à extraire des informations et combiner cela avec une recherche manuelle. Allez sur Facebook, Instagram, ODC ou pour enquêter, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça va révéler beaucoup plus d'informations, de faire cette recherche manuelle. Ça va vous permettre de comparer également. Les communautés possèdent l'imagerie satellite et permettent d'arriver à un contenu généré par l'utilisateur pour vérifier. Et puis, s'agissant des API, ces difficultés, combiner cela avec une recherche manuelle. Non, mais je pourrais retrouver. Je sais qu'il y a des ONG, des collectifs qui promettent et qui permettent à des journalistes ou des chercheurs en OSINT d'utiliser leurs abonnements aux images satellites. Donc, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Ils pourront peut-être pas combler tous les besoins, mais c'est déjà une première étape vers laquelle se tourner, je pense, quand on est comme nous, d'ailleurs, au monde, on n'a pas accès payant à ces images satellites. Et de manière générale, on encourage, y compris dans les actions de CFI, tous les acteurs de l'information à se mettre en réseau pour mutualiser des moyens, des abonnements, que sais-je. De toute façon, c'est un peu le sens de l'histoire. J'ai vu Sana, mais l'heure tourne. Peut-être on peut prendre ta question rapidement, les 2 questions qui étaient là, et on va essayer de faire une réponse groupée. Je suis désolé pour les frustrations, mais on se voit après de toute façon, donc on pourra continuer la conversation. Oui, Tamara Villarin, responsable de projet chez CFI. J'ai une question. D'abord, elle a déjà été posée, c'était sur le cadre légal. Mais maintenant, c'est sur la protection des données. Comment vous faites pour savoir que les données que vous traitez ne proviennent pas d'une source volée ? Alors, on la garde de côté pour le savoir. Et d'ailleurs, ça me permet de relayer une des questions en ligne de quelqu'un qui est au Niger et qui dit aussi comment est-ce qu'on fait pour être sûr que la donnée qu'on réutilise dans un endroit où on pense qu'il n'y a pas de données, puis on se dit « Ah, celle-là, elle a l'air trop bien. » Mais est-ce qu'on est sûr vraiment de la véracité de la donnée qui nous tombe entre les mains et qui semble si bien ? Oui, Sana, tu veux poser la question et après, je vous passe le micro. Bonjour, je m'appelle Sana. En fait, moi, je veux juste apporter une solution, comme disait Assia. Je travaille pour un collectif qui s'appelle OCCRP. Et nous, on a un guichet pour des demandes quand on recherche des documents ou des informations.
Donc si vous avez besoin, venez me voir. Mémorisez ce visage. Voilà, OCCRP, et on peut vous aider. C'est une de nos tâches à trouver des infos. Donc venez me voir après. Et Sana aussi sera dans un atelier qu'elle animera avec Paul Radou et qui permettra d'avoir des échanges plus avancés sur tout le travail que vous faites dans ce réseau. Et dernière question. Merci, Rabé Baloui. Je suis la directrice de la plateforme BeInCheck de la Tunisie. My first question is for Belen. Ma première question pour Belen. J'aimerais savoir, eh bien, une fois que vous avez trouvé vos sources, comment est-ce que vous pouvez rassurer vos sources, les vérifier? Qu'en est-il de l'impact de ce travail en Ukraine? Et ça, c'est ma première question pour BM. Pour la question suivante pour Paul. Le public, de manière générale, est-ce que les Camerounais, les autorités, de manière générale, comprennent ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a une collaboration avec eux? Et merci. Merci. Donc, on a vu un peu les types de questions sur la protection des données, la véracité des données et les réactions ou les interactions avec les autorités. Qui veut se lancer en premier? Oui, en fait, sur des questions d'information, ne comptez jamais être ami avec les gouvernements ou les autorités. Il n'y a pas d'amitié possible. Mais il faut forcément un lien professionnel, parfois pour user des techniques qui vous permettent d'accéder à certaines informations. Par contre, au Cameroun, on a mis sur pied une pirouette qui nous permet d'approcher les autorités dans le cadre de ce qu'on a appelé le groupe de travail sur le gouvernement ouvert. En fait, c'est un groupe qui réunit les parties prenantes, les grandes familles d'acteurs qui travaillent sur les 4 principes du gouvernement ouvert, notamment les questions de participation citoyenne, transparence, budget et accès à l'information. Donc, c'est au sein de ce groupe de travail qu'on essaye, soit au cours des ateliers ou au cours des échanges, de leur faire comprendre en fait la nécessité d'avoir un gouvernement beaucoup plus ouvert. On est au niveau national, maintenant on va au niveau local avec les communes, parce que grâce au code sur la décentralisation au Cameroun, les communes ont ce boulevard pour pouvoir justement s'arrimer à ces principes. Sur la protection des données personnelles, peut-être je vais rapidement dire un mot pour dire en fait que en Afrique, pour le cas que je connais, ça dépend des pays. Il y a des pays où il y a toute une législation sur la protection des données personnelles, tandis que dans d'autres pays, il n'y en a pas. Et pour l'internaute qui nous... Quand on doute d'une information ou d'une donnée, la première chose à faire, c'est de vérifier. Et comme on le dit souvent, quand vous n'êtes pas sûr, autant mieux laisser et passer à autre chose que de vous essayer. Parce que vous savez, il en est des données personnelles, mais il en est également des informations qui ne tombent pas dans le domaine public, comme les informations classées secret défense, les informations sur la protection des brevets ou sur la vie privée, le secret médical, qui sont forcément des informations qui ne doivent pas faire l'objet d'un traitement public. Donc, il faudrait toujours avoir cela. C'est vrai qu'il y a dans des pays des textes qui encadrent cela, mais au moins pour le cas de l'Afrique, au niveau de l'Union africaine, on a théorisé et on a mis ce cadre sur pied pour faciliter et permettre aux États africains d'adopter et de domestiquer tout cela. Peut-être rapidement sur la véracité, l'origine des données, les données volées. On s'assure toujours de savoir d'où viennent les informations, comment les données ont été collectées. C'est important pour nous et on ne s'en contente pas parce qu'une seule donnée, comme je vous disais un peu tout à l'heure, est insuffisant. Il faut la recouper avec une deuxième source, dans l'idéal une troisième source. Bon. Par ailleurs, parfois il y a des données volées qui sont importantes quand même pour révéler des choses qu'on estime être d'intérêt public. Le cas de Auchan dont je parlais tout à l'heure, le lanceur d'alerte, en quelque sorte, il a volé ces données d'échange de mails d'Auchan puisqu'elles ne lui appartiennent pas, quoi. Il est salarié, il les fait sortir. Nous, on considère que ces données-là sont d'intérêt public et donc on les sort quand même. J'entends pas ce que vous dites. Bah, c'est à chaque fois du cas par cas, en fait. Est-ce que cette enquête-là, où en gros on a essayé de vérifier que si oui ou non Auchan avait participé à la livraison de ravitaillement et d'équipements sur le front russe, était suffisamment importante pour qu'on divulgue. Alors, on a caché tous les noms propres, hein. Voilà, des gens qui étaient dans ces mails. Encore une fois, c'est jamais les individus qui sont pour nous les cibles, mais nécessitait qu'on divulgue ces informations, même si elles appartiennent à Auchan, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui concerne les gens, le public, au-delà de Auchan, quoi. J'ai une autre question en ligne qui nous vient de
Rose Vanessa Zougrana, qui est informaticienne au Burkina Faso et qui dit mais comment on fait pour protéger les données à caractère personnel? Est-ce qu'il y a des techniques en particulier pour à la fois bénéficier des apports de l'OSINT pour enrichir ces vérifications, tout en étant sûr qu'on protège bien les personnes? Par exemple, dans la réutilisation de vidéos sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Il me semble qu'il y avait 2 questions pour Bélène, Julien, juste... Ah, pardon? Il me semble. Mademoiselle qui est juste là, je crois. On fait les questions pour Bélène et on répondra à la question à ce moment-là de Rose. Okay, so I will try to be very brief. J'ai essayé d'être bref dans ma réponse à vos 2 questions. En termes les plus simples, la première portait sur la façon dont nous identifions nos sources et la fiabilité plutôt de nos sources. C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y a un seul et unique système pour ce faire. Parce que, effectivement, pour le contexte, l'environnement professionnel, avec le niveau de stress, je vais vous donner un exemple. S'agissant de l'occupation russe, il y a eu une dualité de sources d'information parce que vous avez le contrôle ukrainien et le contrôle russe en parallèle. Donc les universités, les autorités fiscales, les responsables de l'administration, donc toutes les informations étaient en doublon. Donc il était difficile de se retrouver dans toutes ces informations. Et donc on a noté toutes nos sources d'informations dans un tableur et on a ensuite suivi les éléments venant de chaque source, comprenant le contexte. Côté ukrainien, par exemple, la formulation utilisée, l'analyse du discours nous permettait d'identifier qu'il s'agissait là d'une bulle d'information venant d'une zone contrôlée par les Russes ou par les Ukrainiens. Et donc nous avons établi cette cartographie dès le départ et nous avons également créé un indice de fiabilité des sources. Et sur la base de ce travail d'analyse, en prenant en compte le fait que ces sources sont complètement fiables ou modérément fiables ou pas du tout fiables. Si c'est complètement fiable, eh bien, c'est principalement de l'imagerie satellitaire, où ce sont des faits qui sont rapportés par les Ukrainiens et les Russes. Si elles ne sont pas complètement fiables, il va falloir mener une investigation complémentaire et comprendre l'environnement informationnel. Et chaque contexte, chaque investigation dispose de son propre système. L'objectif est de surveiller, suivre les sources d'informations. Et en Ukraine, effectivement, on a eu un impact sur les informations qui ont circulé. Et donc, en particulier, un impact parfois, on sort un rapport faisant mention d'auteurs commettant tel ou tel crime. Parfois, les informations sont reprises. Alors, d'autres pays comme le Royaume-Uni, par exemple, et des éléments tangibles. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, les Russes ont utilisé les cartes qu'on utilise et du côté ukrainien, on nous dit mais merci beaucoup de votre travail. Et on a soumis à 4 occasions des éléments de preuve auprès de la Cour pénale internationale. Puis nous échangeons avec le côté ukrainien. Et on sait qu'elles ont utilisé nos cartographies via leurs investigateurs pour mener des enquêtes sur le terrain. Donc effectivement, le fait d'être là sur le terrain et le fait qu'on est reconnu et on utilise nos données et que ces données soient transmises d'organisation en organisation, ça c'est très gratifiant. Et je pense que notre équipe et la communauté internationale au sens large ont vraiment fait du bon travail pour ce qui est de l'Ukraine et ça a vraiment eu un impact tangible. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
de l'impact. Demain aussi, il y aura un atelier où on pourra parler de cette question de l'impact, puisque c'est évidemment une question très importante quand on enquête sur Frontex, sur des histoires au fin fond de telle ou telle région. Il est toujours très important de savoir si oui ou non l'énergie qu'on a mis à fact-checker les choses a eu un impact et a contribué à améliorer les choses. C'est une évidence. Je prolonge les questions des internautes. Je suis désolé de revenir à la charge parce qu'en fait, apparemment, c'est une question qui se pose une deuxième fois avec Café Check aussi, qui pose vraiment cette question. Comment est-ce qu'on fait avec ces données à caractère personnel pour être capable de profiter, par exemple, je sais pas moi, on veut reconstituer une scène. Il y a plein de vidéos qui ont été prises, je sais pas moi, d'une attaque, d'une tuerie, que sais-je. Comment on fait pour protéger les personnes tout en utilisant les données qu'on peut récupérer pour faire son travail de vérification et de journaliste? Pour protéger les personnes qui sont vues dans ces vidéos ou celles qui... Soit qui sont vues, soit dont on sait qu'elles l'ont prise parce qu'on peut les retrouver dans les métadonnées ou savoir où elles étaient, puisque là, par la prise de vue, on sait où a été prise la vidéo. Enfin, voilà. Tout simplement, on ne publie pas les informations qui sont relatives à ces individus. On prend les images, tout ce qui est d'intérêt public. On mesure toujours cette information-là, est-ce qu'elle est nécessaire ou non. La plupart du temps, les informations qui sont relatives à l'identité ou à l'image des individus n'est pas nécessaire. Donc, en plus, quand il s'agit d'images, on contacte ces personnes, mais on ne va pas mettre leur nom. On ne va pas dire que c'est John Doe qui a pris cette vidéo-là parce que ce n'est pas nécessaire. Et puis, quand ils sont sur les images, alors, il y a différents cas, mais quand les personnes risquent d'être en danger, quand ça les met en cause, on floute les visages. Voilà. Après, quand on filme la rue dans une manifestation, il y a 500 visages. Ces personnes-là, en France, ont le droit de manifester. On ne va pas les flouter parce qu'il ne va rien leur arriver pour ça. Et que dans la loi française, il est dit qu'une personne qui est dans l'espace public a le droit d'être filmée sans qu'on lui demande à chaque fois « êtes-vous d'accord pour être filmé ?» etc. Je ne sais pas si je peux outrepasser mon rôle de modérateur. Non, mais si, vas-y, au contraire, aux observateurs, bien sûr. Oui. Parce que tu parlais des images, mais c'est même plus simple que ça. Moi j'ai par exemple enquêté beaucoup sur les traces numériques d'un compte Twitter qui est assez connu, qui s'appelle Gauthier Pasquet. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, Gauthier Pasquet, c'était un compte pro-français, clairement un troll qui diffusait notamment des fausses informations sur la situation au Mali, au Burkina Faso. Quand j'ai enquêté sur les traces numériques de cette personne-là, en fait, en enquêtant, j'ai trouvé qui était derrière ce compte. Et en fait, la question se pose, voilà, est-ce que c'est notre rôle en tant que média de révéler l'identité d'une personne? Ici, la réponse est clairement non. Et comment on fait pour donner des informations suffisantes qui permettent de comprendre quelle est la genèse de ce compte Twitter sans révéler l'identité d'une personne qui pourrait être mise en danger, alors que voilà, son nom est déjà connu de certains sur les réseaux sociaux. Il a même été donné dans le cadre de dépêches d'agence des comptes de la galaxie, je dirais des médias de la galaxie Prigogine, disons-le clairement, en Afrique francophone. Bon voilà, ce nom est connu, mais nous, en tout cas en tant que médias, on s'est interdit de le révéler entièrement, et on a fait le maximum pour cacher toutes les informations qu'on a diffusées qui permettraient de le révéler, notamment par exemple des publications que cette personne avait faites, qui ont été floutées au maximum pour qu'on ne le reconnaisse pas, que son nom ne soit pas visible, que même on ne puisse pas retrouver forcément en faisant des recherches par mots-clés les posts qu'il avait fait. Donc ça, voilà, c'est des questions qui se posent pas que pour les images, même sur toute trace numérique laissée sur Internet. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous pose la question parce que, en fait, on va enchaîner avec la restitution de la journée et le point final avant de se retrouver pour celles et ceux qui souhaiteraient aller boire un verre. Moi, j'ai juste une dernière question, peut-être pour le temps d'attendre tout le monde. Est-ce que, parce qu'il y a quand même une forme de technicité, en fait, aux techniques d'enquête avec des sources ouvertes, comment est-ce qu'on fait vis-à-vis du public pour rester accessible et ne pas s'adresser à ce qu'on pourrait appeler des news junkies, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment des gros fans d'infos? C'est un peu corrélé d'ailleurs à la question de l'impact, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que l'OSINT, avec ce que ça apporte en plus de compréhension de ce qui se joue quelque part, on soit sûr qu'on puisse toucher un public le plus large possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Pas monopoliser la parole, mais sur ça, vraiment, enfin, aux observateurs de France 24, depuis très longtemps, on a vraiment fait le pari de la pédagogisation, si je peux dire ainsi, des contenus, en expliquant les méthodes pas à pas.
vraiment en détaillant tout le processus de vérification, en expliquant les outils qu'on a utilisés. Je parlais du sujet sur les traces numériques. Les sujets que j'ai pu faire sur ça sont assez détaillés sur l'ensemble des processus utilisés. Notamment, on parlait de la Web Archive. Bah, ça, c'était un outil qui a été très utile jusqu'à maintenant. On n'a pas parlé de ça, mais ce qui se passe avec Twitter vis-à-vis de la Web Archive est une catastrophe pour les fact-checkers et en termes d'OSINT, puisque les données ne sont plus forcément... on ne peut plus archiver aujourd'hui de nouvelles informations dans la Web Archive de façon assez simple. Bon, expliquer la méthode pas à pas, c'est non seulement être transparent, mais c'est aussi expliquer au public comment, même s'il n'est pas journaliste, même s'il n'est pas un créateur d'informations, mais comment, avec un peu de temps et un peu d'envie, on peut soi-même arriver à la même conclusion. Et je pense que c'est hyper important de détailler pas à pas comment on fait en tant que journaliste. Totalement d'accord, et j'ajoute que ça permet de rendre accessible en expliquant comment on a fait, mais ça permet aussi de rendre crédible. Et c'est un peu un truc génial avec l'OSINT, contrairement à une source fermée qui est confidentielle par nature et qu'on est obligé de garder pour nous. L'OSINT, dans la plupart des cas, on n'est pas obligé de le garder pour nous, on peut dire où est-ce qu'on a trouvé, ce qui rend les enquêtes reproductibles et ce qui fait beaucoup, je pense, pour le succès du public. En tout cas, nous, dans nos vidéos, les gens nous le disent. Ils aiment beaucoup ça parce qu'ils peuvent nous croire, ils le savent, ils peuvent refaire s'ils veulent. Oui, parce que je pense qu'il est important de mentionner que vous mettez en commentaire la liste des sources. Les sources, ouais. Voilà. Ouais, le plus possible dès qu'on le peut. Alors, pour des raisons de protection de données, pour des raisons de protection individuelle, parfois on ne peut pas tout mettre, mais le plus possible on met, et dans la façon dont on construit nos vidéos, on explique comment on a fait pour que les gens puissent se saisir de tout ça et le comprendre le mieux possible. L'approche qu'on a à Data Cameroun, c'est de travailler sur les standards de l'IFCN. C'est-à-dire c'est assez clair là-bas et ça permet justement, comme Alexandre l'a dit, d'être assez transparent. Dès qu'on utilise un outil, on cite l'outil, on cite exactement comment on a fait pour débunker l'information de telle sorte que le public qui nous lit peut être capable de reproduire le même exercice et d'aboutir au même résultat. Et à côté, on a ce qu'on appelle à Data Cameroun l'étude d'audience qui nous permet de savoir à peu près à qui on s'adresse, la tranche, le sexe, les régions au Cameroun, parce qu'actuellement au Cameroun, on sait à peu près la proportion des personnes qui nous lisent étant au Cameroun, étant à l'extérieur du Cameroun, et ça permet justement de revoir ça lorsqu'on fait un exercice de fact-checking en le rendant vraiment très simple, parce qu'on tient aussi compte du contexte. Vous savez que l'Afrique, comme on le dit souvent, c'est pas une culture de lecture, c'est beaucoup plus une culture d'oralité. Donc on tient compte de tout ça, et on a d'ailleurs un projet de diversifier notre audience, parce que de plus en plus on se rend compte que des gens sont davantage attirés par tout ce qui est image et son. Et donc, en allant vers là, on a la chance d'atteindre un public beaucoup plus large et qui pourrait davantage s'intéresser. Et on a d'ailleurs constaté, dans le cadre de cette étude, c'est quand on traite d'une fake news à chaud, c'est-à-dire en plein cœur de l'actualité, les gens sont davantage intéressés. Et la remarque qu'on a faite, c'est qu'ils sont intéressés parce qu'ils voudraient savoir s'il y a des sons de cloche différents, s'il y a quelque chose qui sort du commun. Et c'est comme ça qu'on parvient parfois à guicher aussi beaucoup de lecteurs que possible.